Alors, bienvenue à vous tous. Tiens, on va tout de suite mettre la misère à un adage qui dit « Toutes les bonnes choses ont une fin ». Vous connaissez ça, hein? Parce qu'il se trouve qu'au World Forum, il n'y a jamais de fin, puisqu'on se retrouve, 9e édition, pour 3 jours, dense, intense, d'échanges, près de 200 speakers pendant les 3 jours. Et puis on repart regonflé pour le passage à l'acte. J'ai bien aimé l'image de Philippe Vasseur dans son introduction, voir loin, penser long terme et agir rapidement. C'est vraiment la commande, l'esprit et l'engagement de ce World Forum et de ceux qui y participent. Donc, même si nous sommes réunis pour cette plénière de clôture, ce n'est pas une plénière de fin de cette 9e édition du World Forum, mais bien un moment où on va essayer ensemble de pointer les idées forces qui ont été échangées un peu partout sur cette scène et partout ailleurs dans le nouveau siècle pendant les 3 jours. Et ces idées forces, eh bien, vous allez pouvoir repartir avec pour les déployer dans vos univers respectifs. On compte sur vous. D'ailleurs, tout à l'heure, j'irai voir quelques-uns d'entre vous pour que vous nous disiez, ben voilà, moi, avec quoi je repars et comment, sur quoi j'ai envie de passer à l'acte. Et vous avez observé, parce que nous l'avons tous vécu hier soir, que cette 9e édition a été très teintée place et parole aux jeunes, avec cette démarche qui a été entamée cet été d'appel à projet et les finalistes qui sont venus ici sur cette scène vous présenter, vous partager leurs projets, leurs ambitions, leurs visions, leurs espoirs également. On avait vraiment vécu un temps fort hier. Alors, j'ai demandé à quelques-uns d'entre eux de revenir pour qu'ils nous disent aussi et qu'ils nous partagent aussi leur synthèse de ce World Forum. Et on va accueillir Mélissa, Gabriel, Alexandre, Mohamed, Valentine. Si vous voulez bien nous rejoindre, bienvenue à vous. Alors, vous me gardez ceux du fond et vous mettez où vous voulez, ici, là, là. Répartissez-vous. Mettez-vous là, Mohamed. Très bien. Très bien. Vous venez là? Voilà. C'est la mise en scène. Hein. Vous les réapplaudissez? Alors, il y a la gestion du micro aussi, hein. Donc il y a un micro là, vous en avez un là, et vous. Bon, très bien, on se le passera, et il y en a un là derrière vous. Bien. Alors voilà comment on va dérouler notre rencontre. Nous allons recevoir, c'est une figure imposée, et si vous êtes des fidèles du World Forum, vous en avez l'habitude, on va recevoir 3 experts dans quelques instants qui vont nous faire leur synthèse des éléments fondateurs de cette thématique du 9e World Forum, et ces éléments fondateurs seront repris hein, évidemment dans un document que nous vous transmettrons. Ensuite, je donnerai la parole à quelques speakers de ces 3 jours pour qu'ils réagissent aussi. On fera inévitablement un focus sur la soirée d'hier avec ces plus de 1000 jeunes qui étaient dans la salle et puis les quelques moupetchos là qui étaient de part et d'autre. Moi je les regardais à la télé hein, et ça avait de la gueule, hein, vraiment c'était très sympa. Et nous conclurons cet après-midi avec le président du World Forum, Philippe Vasseur, à 16h30, avec une petite surprise à la fin. Vous verrez. Enfin, Philippe Vasseur, c'est déjà une surprise. Et puis, il se passera un autre truc autour, vous verrez. Et là, il se dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils m'ont prévu? On fait des belles rencontres ici, hein, des rencontres étonnantes. Alors, lors des workshops, sur cette scène, et puis aussi dans les couloirs, les déjeuners de travail. Et j'avais rencontré avec vous, au début de cette rencontre, un personnage étonnant. Il est intervenu. Et comme il doit vite nous quitter, je vais tout de suite lui demander de nous rejoindre. Dirk Alborn, bienvenue à vous. Venez, Dirk.
Et au passage, on va lui donner un micro. Venez. You have just 5 minutes. Vous avez 5 minutes avant le départ de votre avion. Alors j'ai 3-4 questions à lui poser, que je vais lui poser en anglais, avec mon anglais épouvantable. Mais j'ai répété. Même pas, mais bon. Alors, simplement 2 ou 3 petites questions. Tout d'abord, quelle a été votre expérience au cours de ce forum et le message clé que vous avez entendu? Le message clé. Le message clé. Vous voyez que ça commence bien. Il ne me comprend pas, dit l'orateur. L'expérience a été une expérience tout à fait positive. L'expérience a été très positive pour moi. Alors, tout d'abord, je voudrais que le World Forum en soit étonnant parce que ça a commencé avec l'idée d'une seule personne. Alors, vraiment, voir toutes ces personnes qui se réunissent basées sur un concept et une personne qui fait une chose, écrire un livre, c'est plein d'inspiration parce qu'une personne peut amener un changement. C'est ce qu'on peut tirer comme message. J'ai rencontré des gens remarquables, j'ai vu des jeunes entrepreneurs remarquables qui font énormément de choses pour changer le monde. C'est très inspirant. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu au cours de ces 3 jours, est président et CEO et cofondateur de Jumpstart Fund, qui est une plateforme de financement participatif pour des tas de projets entrepreneuriaux aux États-Unis. Et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, il a intégré l'un de ses propres projets dans cette plateforme, et c'est ce dont il nous a parlé. Hyperloop Technologies, c'est un truc de dingue, hein, le train supersonique qui prétend relier San Francisco à Los Angeles en moins de 30 minutes. Et on voit bien que ces processus de collaboration, de financement collaboratif, c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal. Quelles sont les nouvelles idées que vous allez ramener chez vous pour votre propre projet et pour Hyperloop? Je ne suis pas sûre de pouvoir en parler. Quelles sont vos idées? Non, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées, mais pour votre projet. Non, sérieusement. J'ai rencontré quelques sociétés et je crois que probablement nous allons faire quelques collaborations. Je ne veux pas entrer dans les détails et donner le nom de société, mais il y a des esprits brillants aujourd'hui et je crois que nous pouvons les utiliser dans ce que nous faisons. Alors ça, c'est quelque chose que je vais ramener avec nous. Je me suis fait des amis, j'ai rencontré des gens remarquables. Nous avons vu l'intérêt pour ce que nous faisons dans les régions locales. Nous avons rencontré des politiciens au niveau local et ça, c'est ce que je vais reprendre avec moi. Il y a un truc qui me travaille aussi lors de ces temps forts où on repart avec des tas de belles idées. Bon, on est tous convaincus. Alors, il y a eu 5, 6, 7 000 participants, j'en sais rien. On aura les compteurs. Et puis, la vie continue. Et la société et le monde continuent. Et il y a évidemment un décalage entre les fortes convictions que nous portons et puis la réalité de l'économie de ce monde. Une nouvelle croissance est possible. On l'a démontré. A new growth is possible. Croissance est possible. La question, c'est... Est-ce qu'on a foi dans la possibilité à ce qu'elle se décline? But are we going to take the leap of faith? Est-ce que quelles sont les conditions pour vraiment transformer l'économie? C'est assez difficile à mes yeux. Alors, je pense que nous devons investir dans les jeunes, bien entendu, et ça, c'est une chose, et je crois que le mot-clé, c'est la collaboration, non seulement la collaboration entre les gens, mais la collaboration entre les générations. Et je pense qu'une des choses que nous faisons au sein de notre société, nous avons des scientifiques surprenants qui ont fait le projet Manhattan. Ils travaillent depuis 20 ans, ils travaillent avec des étudiants qui viennent de sortir de l'université. Alors, il y a ce transfert de connaissances. Et il y a pas mal de choses que l'ancienne génération peut passer à la jeune génération. Et ensemble, je pense, avec un esprit collectif, je pense que nous pouvons nous assurer que nous puissions être couronnés de succès
et que nous prenions les mesures qui s'imposent à nous. Merci pour votre participation. Thank you so much. Thank you. Bye bye. On reprend le micro. The microphone. Yes, thank you. Alors, je vous présente nos 5 témoins, Mélissa et Gabriel. Mélissa, Gabriel, 22 ans chacun. Ils ont étudié tous les deux au Canada et ils ont présenté, ils étaient en finale hier, leur projet d'un modèle de mesure d'impact spécifique pour les entrepreneurs sociaux. On a vu que la frontière, et c'est une bonne nouvelle, se distendait entre les modèles classiques et les modèles d'entrepreneuriat social. Et puis alors, ils vont au bout de l'histoire puisque cet outil, ils vont le prendre sous le bras et entamer un tour du monde. Le principe, je crois, c'est 1 mois, une contrée, une entreprise pour déployer cet outil. Et votre retour d'expérience nous intéressera évidemment terriblement lorsque vous reviendrez de ce tour du monde. Je vous présente également Alexandre. Il est là, 30 ans. Alexandre a l'innovation. L'innovation dans les modèles, l'innovation dans les process et les techniques. Il a créé une station énergie. Il est régional de l'État puisqu'il est diplômé de l'école des mines de Douai, je crois. Hein, c'est ça? Ouais. Et votre station énergie est à disposition. Ce modèle sera à disposition pour qu'on vienne se ressourcer en énergie, basée sur l'énergie solaire. Et puis, ça a été un point de départ pour inventer un modèle plus large. Vous nous en parlerez certainement tout à l'heure. On a le plaisir également d'accueillir Mohamed, que vous avez rencontré au cours de ces 3 jours, élu entrepreneur de l'année aux États-Unis. Et lui développe un business dans l'alimentation avec des insectes. On en a d'ailleurs déjà parlé lors du World Forum, lorsqu'il s'est agi d'aborder le thème « Nourrir la planète ». Et Valentine, alors Valentine, elle couvre ce forum depuis 3 ans, je crois, hein, et fait partie de l'équipe de journalistes qui a pu vous interroger les uns les autres, hein, et qui a produit chaque jour le journal, des reportages. Et son regard est intéressant parce qu'elle a le recul de plusieurs éditions. Vous êtes journaliste et ancienne jeune étudiante, et il serait intéressant, bien évidemment, que vous nous parliez de tout ce que vous avez découvert. Votre boulot est simple, hein, aux 5, c'est d'écouter là dans quelques instants nos experts. Ils vont intervenir, ils sont à 3, donc sur 3 séquences. Et puis je vous demanderai de réagir, peut-être de leur poser une question. Et ensuite, on accueillera 2 autres speakers, et là, je vous laisserai faire avec eux. Nos 3 experts, donc ils ont suivi, comme nous tous, l'événement, et eux, ils le suivent depuis la première édition, donc ils sont bien dans la ligne, et ils vont nous livrer donc une sorte de best-of de ces 3 jours. Encore une fois, pas de conclusion définitive. C'est du matériau utile pour le passage à l'acte chez chacun d'entre vous, pour d'entendre ces moments intenses que nous avons vécus lors de ce forum. Deon Rossou, Luc Van Lindekerk et Gert de Moinck vont me rejoindre sous vos applaudissements. Voilà, eh bien c'est Luc. Luc, vous allez, sans passer par la case départ, venir directement au pupitre, professeur à European Business Ethics Network. Et je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. Et ensuite, on fera un petit break pour faire réagir nos jeunes témoins et entendre aussi d'autres contributions. Bienvenue à vous. Merci bien. Et bon après-midi tout le monde. Je suis désolé, je vais m'exprimer en anglais, mais je suis bien persuadé que vous pourrez tout suivre. Donc, le titre de mon intervention, c'est donner du sens à la croissance, et c'est un thème très central. Et je voudrais revenir sur la croissance économique et la manière dont nous la mesurons. Donc, lorsque l'on parle de croissance économique, nous parlons la plupart du temps du PIB. Et croyez-moi, c'est un mode de mesure assez mauvais.
Alors, il faut comprendre l'historique de cet instrument de mesure. En 1944, il y avait un type qui s'appelait Kuznets qui, au moment de la dépression, a essayé de comprendre ce qui s'était passé au niveau de l'économie américaine. Donc, jamais il n'avait eu l'intention de dresser un tableau de la société. Mais c'est devenu un tableau de la société parce que on a commencé à se concentrer véritablement sur la croissance économique et du coup, c'est devenu un peu un fétiche. Donc, ce qui a commencé en 1924, en 1934 aux États-Unis est devenu un instrument de mesure pour nous tous. Ce qui est intéressant dans le cadre de cette conférence, et j'ai rencontré une personne qui me disait le PIB, ça ne mesure pas le bien-être. Ça ne parle absolument pas de la qualité de vie, la qualité de la vie dans une communauté, la qualité des habitats dans lesquels on vit. Si vous n'envisagez que la croissance, que le GDP, vous allez voir des déséquilibres fondamentaux, un grand nombre de chômeurs, une crise permanente et cette soif de croissance constante. Or, nous devons élargir nos horizons. C'est une des tendances dont nous avons parlé dans cette conférence. Nous essayons de trouver plus d'indicateurs, plus d'instruments de mesure afin de bien mesurer quelle est la qualité de la vie et à quoi peut ressembler cette qualité de vie. Donc, vous avez un ensemble d'indicateurs qui a été également mentionné ici et qui sera mentionné de nouveau dans nos conférences à venir et qui a été lancé récemment au niveau des Nations Unies. C'est l'indicateur qui part des objectifs de développement durable. Et ce qui caractérise ces objectifs, c'est qu'ils sont véritablement conçus pour tous les pays, pas seulement pour les pays en voie de développement, tous les pays à travers le monde. Et nous mesurons sur 17 paramètres différents. Et j'aimerais partager avec vous une mesure du bien-être des gens, c'est l'indice de développement humain qui est mesuré de manière assez intense depuis quelques années et qui nous donne un panorama totalement différent de ce que nous vivons sur cette planète et qui donne un message totalement différent de celui qui est disséminé par les médias. Donc, si vous regardez avec attention, vous verrez qu'il y a dans ces critères les critères de croissance économique, mais le reste n'est pas là. On considère que cet indice est un outil pratique pour créer de bonnes sociétés, qu'il est fonctionnel. Mais c'est vrai que la croissance économique n'est pas la cible en tant que telle. Et ce qu'il y a de bien avec le forum, c'est que on réouvre ces possibilités de parler de la qualité de la vie au sein d'une société. Donc, l'indice de développement humain, c'est la première étape dans cette direction. Ça a été créé dans les années 90 et cela tient compte de l'éducation, du revenu et du niveau d'éducation. Pourquoi? Parce que ce que l'on souhaite, c'est mesurer ce dont les gens sont capables et ce qu'ils peuvent devenir dans leur vie. Imaginez que vous viviez dans un pays dans lequel vous n'ayez aucun système éducatif. Eh bien, tout cela va limiter, évidemment, tout ce que vous pourrez devenir ou tout ce que vous pouvez être. Donc, il nous faut avoir des instruments de mesure beaucoup plus larges afin de bien comprendre comment évoluent nos sociétés et comment évoluent les hommes et les femmes. Et si vous avez des instruments de mesure plus larges, et là, je vais vous donner juste un indicateur, c'est l'indice de développement humain pour différents pays, et vous avez les pays riches dans lesquels nous vivons. Et nous avons tous atteint 0,9, 1 étant la note maximum. Et à 0,8, vous vivez une vie bien remplie, avec beaucoup d'opportunités, ce que nous avons dans nos sociétés développées. Mais si vous remontez de 1980 à aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une croissance importante de l'indice de développement humain. En dépit de tous les problèmes que nous rencontrons dans le monde, les opportunités sont de plus en plus importantes partout. Et la plus forte croissance s'opère dans les pays les plus pauvres. Dans les pays les plus pauvres, les gens vivent plus longtemps, les gens sont mieux éduqués, mieux formés, les gens ont augmenté leurs revenus et leur qualité de vie augmente. Est-ce que tout va bien? Loin de là. Est-ce qu'il reste des défis? Bien entendu. Mais ce que nous constatons dans ce forum, c'est que nous voyons beaucoup d'entrepreneurs qui essayent de relever ces défis et qui essayent de faire avancer les choses. Autre problème dont nous parlons beaucoup, celui de la sécurité. Donc, je voulais vous partager avec vous un indicateur. Le nombre de décès dans des combats
tous les ans diminue. Nous avons le sentiment de vivre dans un monde d'insécurité, mais regardez les chiffres, ce n'est pas si évident, surtout si l'on regarde les données. Dès lors que vous avez des sociétés bien organisées qui étudient la qualité de vie des personnes dans la société, en général, le potentiel de conflit se réduit et on en voit les effets. Donc, il est tout à fait crucial d'avoir une vision différente du monde qui soit, et tout ceci est bien aligné avec le message de base qui est derrière notre conférence. Et c'est un message de partage, d'espoir et de possibilités. Et donc, nous avons la possibilité de travailler dans des sociétés plus durables. Non seulement c'est possible, mais c'est en train de se réaliser. Donc, il suffit de bien comprendre la différence entre regarder les problèmes et regarder les possibilités. Imaginez que Martin Luther King se soit mis debout en disant un jour « j'ai fait un cauchemar » plutôt que de dire « j'ai fait un rêve ». C'est toute la différence. C'est ça la différence. Et ça, c'est le message qui est ressorti de cette conférence. Nous envisageons de nouvelles possibilités. Nous voyons naître de nouvelles initiatives qui apportent des solutions aux problèmes qui sont mis en lumière par ces indicateurs. Et puis, permettez-moi de partager une autre histoire. En 1934, Kuznets a donc inventé la mesure du PIB. Mais en 1933, la Commission des opérations de bourse américaine a lancé des indicateurs pour les entreprises. Donc, après la crise, on a commencé à mesurer différemment la réussite des entreprises. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous connaissons sous le nom de reporting financier. Et bien entendu, on a commencé à étudier ces chiffres en long, en large et en travers. Et je ne dirais pas que nos sociétés se sont fourvoyées à cause de ces indicateurs, mais nous les avons beaucoup utilisés. Et aujourd'hui, n'importe quelle analyse vous dira que ces chiffres trimestriels ne sont pas un bon indicateur de la santé d'une entreprise. Parce que ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas simplement regarder l'argent, il faut regarder bien au-delà de cela. Et encore une fois, nous voyons comment les entreprises essayent de mesurer mieux et de regarder le monde tel qu'il est. Et nous avons beaucoup d'exemples de tout cela dans ce forum. Non seulement ils sont poussés par la société à faire cela, et dans l'une des sessions à laquelle j'ai participé, on parlait de l'écart de crédibilité. Les gens ne croient plus en ce que disent les entreprises. Mais comment pourraient-ils y faire confiance? Si vous commencez à utiliser ces rapports financiers, quel est le message qui est véhiculé? Les gens ne vous croient pas. Si vous voulez parler aux citoyens, il faut parler avec une langue différente, une langue que les citoyens puissent comprendre. Et il faut changer la vision de l'entreprise. Il faut que les entreprises puissent, par exemple, apporter la santé à une entreprise, à la société, plutôt que de créer des problèmes de santé. Et dans l'atelier auquel j'ai participé, on a vu des entreprises qui essayaient de réduire ce gap de crédibilité simplement en discutant d'une manière différente avec leurs parties prenantes, en parlant différemment aux gens intéressés. Donc, s'orienter vers les parties prenantes, c'est en train d'émerger, notamment dans le secteur financier. Non seulement ils s'intéressent aux chiffres, mais ils s'intéressent également aux performances environnementales, sociales, sociétales. Et on a vu de nombreuses entreprises essayer de travailler dans ce sens. Le sens d'une entreprise, c'est important. La légitimité d'une entreprise ne se fonde pas dans ses bénéfices. Elle se fonde sur son impact, dans son impact sur la société. Et on a eu de belles illustrations de tout cela. Et c'est un message vrai pour toutes les entreprises. Et aujourd'hui, nous avons vu des entreprises avec des idées, des projets qui veulent aider à opérer le changement, à faire bouger la société dans la bonne direction. Et ça leur donne une légitimité, ça leur donne un sens. Et c'est important pour les gens qui travaillent dans ces entreprises. Et je voudrais conclure en vous montrant comment ce reporting devrait être présenté aujourd'hui. Nous avons écouté des Portugais et d'autres représentants d'autres pays qui plaidaient en faveur d'un reporting décomposé. Et vous voyez ici ce qu'il faut
avoir pour faire fonctionner une entreprise. Et vous voyez ici ce qui ressort des activités d'une entreprise. Et en fait, on s'est toujours concentré sur la partie financière et sur les résultats financiers. Mais aucune entreprise, absolument aucune entreprise ne peut fonctionner sans le reste. Vous avez besoin de capital humain, on a besoin de capital social, on a besoin de capital environnemental, on a besoin de tout cela. Maintenant, si vous produisez quelque chose qui va détruire le capital humain, qui va détruire le capital environnemental ou social, vous pouvez oublier l'idée de boucler la boucle parce que votre entreprise va disparaître. Donc, vous avez besoin de tout cela. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce reporting intégré, c'est que, encore une fois, vous avez ouvert l'ensemble des indicateurs, vous regardez des choses différentes et vous voyez différemment ce que c'est qu'être une bonne entreprise. C'est de maintenir en bon ordre ces flux de capitaux et que ces capitaux puissent devenir des opportunités pour d'autres. Donc, vous élargissez les perspectives d'une entreprise et c'est exactement ce dont nous avons parlé ici et ce dont nous pouvons témoigner en voyant tous ces exemples d'entreprises. Il faut fonctionner comme ça, sinon on ne pourra pas survivre. Merci. Alors, restez au pupitre quelques instants. On va faire réagir nos 5 témoins. Juste avant, vous allez entendre quelqu'un qui nous a bien plu au premier jour, Didier Leroy, vice-CEO de Toyota, qui est venu plaider à ce pupitre que l'économie n'était pas la finance. Il nous a expliqué aussi comment, en moins de 5 ans, il a transformé le modèle de création de valeur dans son entreprise. Écoutez-le, on l'a interrogé juste à sa sortie de scène avant-hier. Et derrière, il y a également le témoignage de Michel Landel, le président de Sodexo. Les entreprises sont beaucoup plus responsables qu'on ne l'imagine souvent et que véritablement il y a un tournant important qui est pris au niveau de l'ensemble des sociétés pour justement à la fois respecter la planète, les gens qui travaillent dans les entreprises et préparer un vrai futur pour les prochaines générations. Vous savez, c'est toujours très, très enrichissant d'écouter les témoignages d'autres dirigeants. Et puis surtout, c'est un sujet qui est tellement important pour nous tous, pour nos enfants, que je crois que moi, j'ai beaucoup appris en tous les cas. Alors, qui se lance parmi vous sur ce premier retour, cette première intervention? Vous y allez? Je vais y aller. Allez-y. Je suis très heureux de vous entendre aujourd'hui parce que, et puis je pense que c'est toute la beauté de ce forum, c'est de voir que les grandes entreprises, les grands penseurs, la génération un peu au-dessus de nous, commence à changer un petit peu, à voir qu'il y a d'autres moyens qui sont possibles pour mesurer un bénéfice sur la société en fait. Et nous, c'est un peu ce qu'on cherche à faire avec Mélissa, c'est d'aller chez les plus petits, vraiment dans les communautés et voir comment des entrepreneurs, des petits entrepreneurs à leur niveau, contribuent à améliorer leur communauté. Au-delà du HDI, au-delà de mesures qui sont assez complexes, c'est de voir comment un petit entrepreneur aujourd'hui peut permettre à des gens de rêver à nouveau, d'améliorer leur qualité de vie. C'est un challenge énorme, c'est des points qui sont très qualitatifs, c'est pas du tout quantitatif, ça va être très dur. Mais d'être là et de voir que toutes les grandes entreprises sont prêtes aussi à changer les choses, nous, ça nous donne une énergie incroyable de continuer. On a encore beaucoup de temps devant nous pour arriver à changer les choses. Et du coup, nous, ça nous a reboosté. Bon. Et de vous entendre, ça nous rebooste encore. Alors, vous entendrez dans la deuxième partie du retour de nos experts, justement, la précision de ces nouveaux modèles qui sont en train de s'écrire. Mohamed ? Merci. J'étais fasciné par ce que vous disiez. Je suis très honoré d'être ici pour partager mes commentaires. Je pense que dans ce que vous venez de dire, tout ce que vous venez de dire fait beaucoup d'écho en moi. Lorsque j'envisage des entreprises, je ne vois pas forcément une entité qui soit intrinsèquement mauvaise. Et les entreprises ont une responsabilité de faire des rapports pour ses actionnaires. Et ce que veulent les actionnaires vont dicter, malheureusement, ce que vous allez être en tant qu'entreprise. Et c'est très rare qu'une entreprise décide d'aller à l'encontre de ce que veulent les
les actionnaires. Et en général, ça se termine mal pour le conseil d'administration. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir que nous vivons dans un monde où les actionnaires sont dynamiques et sont en train d'évoluer. Et surtout aujourd'hui, avec la nouvelle génération qui arrive, ce sont eux les nouveaux actionnaires et ce sont eux qui maintenant exigent de voir des résultats, des améliorations et qui ne veulent pas du cosmétique. Et ça, c'est très, très important à voir dans les entreprises. Est-ce que les entreprises sont bonnes au niveau social? Quel est le pourquoi derrière ce que fait une entreprise? Et ça ne peut pas simplement être une question de générer plus de dividendes pour les actionnaires à la fin du trimestre. Luc, je suis totalement d'accord et c'est vrai que nous voyons de nouveaux flux arriver. Quand je vous parlais des informations, il y a aussi le financement participatif où les gens deviennent directement actionnaires et veulent voir les résultats immédiatement sur la société et veulent être informés là-dessus. Et nous vivons parce qu'ils veulent voir comment tout cela va avoir un impact directement sur leur communauté. Et là, l'économie passe toujours au second plan. Ce qui est important, c'est la communauté, l'impact que ça va avoir sur la qualité de vie dans une société. Et après, l'économie, c'est un outil pour parvenir à cela. Pour cette première partie. Allez-y, Mélissa. Je vais y aller en français. Si on peut rajouter à ça, pour moi, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi qu'on remet en question toute l'identité de l'entreprise. L'entreprise, est-ce que les responsabilités sociales, c'est un droit ou un devoir pour une entreprise? Aujourd'hui, on a ce nouveau modèle d'entrepreneuriat social qui met au même niveau les responsabilités sociales et les responsabilités économiques. Puis aujourd'hui, toutes les grandes entreprises qui parlent de ces responsabilités sociales, ça nous montre qu'il y a un vrai changement et peut-être qu'il y aura aussi un changement dans la définition de l'entreprise elle-même. Allez-y, rapidement. Allô, oui. Je voudrais juste avoir l'avis, parce qu'on parle des entreprises, il y a aussi les politiques. On voit qu'il y a des initiatives comme le Royaume du Bhoutan qui a lancé un indicateur, puisqu'on parle plus de PIB, tout à fait. Et je voudrais avoir l'avis sur ce sujet, le Royaume du Bhoutan. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que c'est une initiative qui peut être généralisée, vous pensez, à une échelle plus mondiale? Il y a de nombreuses initiatives similaires et depuis longtemps, nous savons de manière théorique, et il y a beaucoup d'études qui montrent le ridicule de cette mesure. Si vous détruisez une forêt et que vous vendez tout le bois, votre PIB augmente. Mais si vous devez réinvestir pour replanter des arbres parce que votre terre est totalement érodée, votre PIB continue à augmenter. Donc la mesure du PIB est ridicule. Et il y a plein d'autres manières beaucoup plus intéressantes de faire des mesures. Mais ce qui est bizarre, c'est que les politiques n'aient pas été intéressés par ces nouveaux indices. Nous savons depuis des années que nous devons changer cette mesure, mais on en parle sans cesse dans les médias. On n'arrête pas de dire cela. Mais ça aurait dû changer il y a des années. Donc on sait que c'est pas bien, on sait, et que ça ne donne qu'une photographie très limitée. Pourtant, on continue à l'utiliser parce que c'est la traduction des travaux scientifiques en politique. C'est là que ça pêche. Notre deuxième expert, merci beaucoup. Luc, et le deuxième expert va rejoindre le pupitre, Deon Rosso, CEO de l'Ethics Institute of South Africa. Bienvenue. Thank you. Merci, je suis ravi d'être à nouveau à Lille pour cette 9e édition du World Forum. Tous les ans, nous observons ce qui se passe dans cette conférence et nous recherchons des thèmes émergents. Et dès le premier jour, dès l'ouverture, il y a quelque chose qui m'a surpris. Cette année, on se préoccupe davantage du côté humain de l'économie responsable. En d'autres termes, l'économie responsable est une économie qui sert les gens. Mais si nous voulons voir cette économie responsable émerger véritablement, il faut se concentrer sur l'aspect humain. Parce que le changement, ça ne tombe pas du ciel. Le changement, ça commence par des êtres humains. Et c'est ce qu'on a dit d'ailleurs à l'ouverture lorsque Michel Landel de Sodexo a dit
Il n'y a que l'aspect humain qui amène du changement. Et je voulais partager quelques observations que j'ai faites ces derniers jours avec vous. La première observation, c'est que si nous souhaitons avoir des entreprises responsables ou une économie responsable, tout commence par des entreprises individuelles. C'est là le point de départ. Et vous avez besoin d'entreprises humaines. On ne peut pas parler d'une économie humanisée sans avoir des entreprises humaines. Et c'était intéressant lors de la session que nous avons eue mardi après-midi. Nous avons parlé du leadership et il est devenu absolument clair qu'il est impossible d'avoir ce type d'entreprise sans avoir des valeurs intrinsèquement enracinées. Et la première de ces valeurs, c'est que les entreprises doivent respecter leur personnel, traiter leurs employés de façon juste, respectueuse et leur donner l'autonomie, également la liberté de contribuer à l'entreprise. Voilà ce dont nous avons besoin pour créer le type d'entreprise où ces valeurs deviendront simplement une façon de nous occuper les uns des autres. Et comme il a été dit hier, il faut vraiment que ce soit enraciné dans l'ADN de l'entreprise. Et en ce faisant, nous créons une qualité de vie. La qualité de vie que nos économies devraient créer dans nos sociétés, au sein de nos entreprises. En d'autres termes, c'est l'entreprise qui devient un microcosme de ce que nous voulons voir dans la société plus large. Je pense que cela a été très bien exprimé par M. Van der Pont, qui a dit la devise de l'entreprise, c'est tout d'abord « soyez bons » et ensuite « faites le bien ». Donc en fait, tout commence par moi, par vous, par chaque salarié de l'entreprise. Deuxième aspect qui est ressorti très clairement également, il y a eu pléthore d'exemples lors de cette édition annuelle du World Forum. Les entreprises qui arrivent à faire une différence créent l'économie responsable vers laquelle nous tendons tous. Et toutes ces entreprises ont ce sentiment qu'elles sont là pour quelque chose, qu'elles font quelque chose qui soit utile pour la société. Et à cet égard, l'éthique et l'économie doivent se rejoindre. En d'autres termes, c'est l'économie qui doit être au service des gens. L'économie ne doit pas simplement regarder les résultats trimestriels comme nous l'avons vu, mais devrait au contraire apporter quelque chose à la société. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Quelle est la différence importante, étant donné les technologies et tout ce que possède une entreprise, quelle est la différence que l'entreprise peut vraiment faire, peut apporter aux gens, aux communautés, à la planète et bien entendu aux générations futures. Ce matin, nous avons parlé d'innovation, d'énergie et l'un des orateurs a dit qu'il faudrait que ce soit un crime de voler des générations suivant des générations prochaines. Et il y a quelque chose qui vraiment est ressorti cette semaine. Les entreprises ont souligné qu'on ne trouve pas cet objectif si on se regarde soi-même, si on se regarde le nombril. Il ne faut pas être forcément la meilleure, la plus rentable. Non, les entreprises trouvent vraiment un véritable sens à leur existence si elles se tournent vers les autres et vers ce qu'elles peuvent faire pour les autres. Et lorsqu'on commence à comparer les entreprises, ça devient intéressant. Aujourd'hui, on sait tous ce qui se passe sur le marché. Nous sommes aujourd'hui avec l'affaire Volkswagen dans un scandale sans précédent. Et vous pouvez comparer cela à ce que vous avez entendu mardi lorsque le représentant de Toyota, le PDG de Toyota, a dit « Nous voulons être numéro 1 dans le cœur de nos clients ». Vous voyez ici la différence. Ici, on ne se concentre pas sur ce que nous voulons et sur ce que nous voulons obtenir de la situation, mais plutôt sur ce que nous pouvons apporter aux gens que nous servons.
Troisième aspect important qui est ressorti de tout cela pour moi, la question de la motivation. Certes, nous sommes des entreprises éthiques, oui, nous avons un objectif, mais comment motiver les troupes? Comment arriver à faire suivre les gens, à les faire partager notre vision? Alors, la mauvaise nouvelle, qui est revenue maintes et maintes fois lors de la session de mardi, la mauvaise nouvelle, c'est que nous ne pouvons pas motiver les autres. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un réel désir de faire quelque chose qui soit utile, d'apporter une contribution utile. Et c'est surtout la génération des jeunes qui souligne cela. Nous ne voulons pas tous la même chose, mais nous voulons être là pour quelque chose, surtout les jeunes. Alors, comment arriver à motiver les gens? En fait, apparemment, il y a deux perspectives. La première possibilité, encourager, donner beaucoup de son temps pour expliquer, débattre. C'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, c'est-à-dire on essaie d'encourager les autres pour que les autres fassent ce que vous voulez qu'ils fassent. Mais il est maintenant prouvé que cela ne fonctionne pas. Quelle que soit votre méthode, que vous utilisiez des règles auxquelles il faut obéir, que vous utilisez des mesures incitatives, au final, ça ne fonctionne pas, cette motivation extrinsèque, parce que le résultat, c'est que vous atténuez la créativité, que vous réduisez le champ d'action et que vous ralentissez les solutions aux éventuels problèmes. L'autre solution, c'est la motivation intrinsèque, arriver à attirer les gens, arriver à les faire se motiver eux-mêmes, à les faire agir par conviction. Et pour cela, il faut un type de leadership bien particulier, un type de leadership qui se caractérise par de l'humilité, une vision, et par de la passion. Il faut donc des leaders qui arrivent à raconter des histoires intéressantes, passionnantes, et qui arrivent ainsi à persuader les autres qu'ils peuvent changer leur mentalité et qu'ils peuvent rejoindre le groupe parce qu'ils sont convaincus. Et si vous avez entendu David dans la session de Seasmoke, il expliquait que le grand défi, c'était d'arriver à tirer et pas à pousser les autres. Il a utilisé une métaphore intéressante. Il disait, si vous regardez une corde, si vous essayez de pousser un morceau de corde, cette corde pourra aller à droite, à gauche, vous ne savez pas dans quelle direction elle ira. Alors que si vous êtes leader, si cette corde, au lieu de la pousser, vous la tirez, bien à ce moment-là, c'est l'inverse qui se produit. La corde ira dans la direction que vous aurez choisie. Enfin, il ne s'agit pas simplement d'impliquer les gens, mais il ne s'agit pas simplement de convaincre les gens, mais de les impliquer également. J'ai été très encouragé par ce que j'ai entendu de la part des entreprises ici qui disaient que lorsque les gens adhèrent à une nouvelle vision et à ce que peut faire une entreprise pour faire changer les choses, lorsque ces personnes ont l'autonomie, la liberté de contribuer, à ce moment-là, il y a énormément de créativité et d'innovation qui sont libérées, beaucoup d'énergie également dans l'entreprise. Nous avons également vu que cet engagement ne devrait pas se limiter uniquement au personnel de l'entreprise. Toutes les parties prenantes devraient être embarquées dans cette aventure parce qu'ils comprennent quels sont les besoins auxquels il faut répondre, bien mieux que nous d'ailleurs. Et à ce moment-là, l'impact sur la chaîne de valeur est beaucoup plus efficace. Par conséquent, il y a une leçon, je pense, à tirer de tout cela pour les entreprises, une leçon importante. Le résultat de l'engagement, c'est que si vous faites les choses correctement, alors la croissance suivra. En d'autres termes, si vous arrivez véritablement à répondre à un besoin existant, la croissance économique, la croissance de l'entreprise emboîteront le pas
et nous avons de nombreux exemples de Dolphin, par exemple, au Canada, qui le prouvent. En guise de conclusion, je résumerai les choses en disant qu'il y a un aspect humain à une économie responsable et humaine, sociale. Tout commence par l'entreprise. Il faut que l'entreprise ait un objectif. Il faut arriver à convaincre les gens, il faut arriver à les impliquer dans ce processus. Et j'aimerais citer ce que j'ai entendu lors d'une session. Je pense que c'est vrai et surtout ici. C'était une citation de Bill Gates qui disait « Nous avons tendance à surestimer ce que nous pouvons faire en l'espace d'un an, mais nous avons tendance à sous-estimer ce que nous pouvons faire en 10 ans. » Je vous remercie de votre attention. Just a few minutes. Eh oui, Thomas Lezen l'a vécu, ça, hein, et il nous l'a bien raconté avant-hier. Valentine, vous avez un micro? Oui. Allez-y. Quand je suis arrivée il y a 3 ans au World Forum, je ne croyais pas vraiment à tout ce que les entreprises pouvaient faire au niveau du social. Mais quand j'entends des personnes comme vous qui... vous êtes capables de le faire et je me dis, c'est possible, ils l'ont fait, et pourquoi les autres entreprises ne pourraient pas le faire? Pourquoi on ne pourrait pas l'appliquer? Pourquoi on ne communique pas plus sur ce sujet? On entend tous les jours des nouvelles techniques d'entrepreneuriat, des nouvelles formes d'entreprise, mais là, on ne parle pas de nouvelles formes, on parle de la bonne forme. Et ça, c'est juste, c'est fascinant. Et c'est pour ça que tous les ans je reviens, c'est pour entendre des personnes comme vous et pour entendre ces nouvelles formes d'entreprise. Et c'est juste le fait de savoir qu'on peut remettre l'humain au cœur de l'entreprise, ça c'est fascinant. Alors vous je suis là. Ça vous l'observez, vous l'avez vu. On vous l'a démontré, c'est vrai qu'avant-hier, on a eu des démonstrations scientifiques que ces retournements étaient possibles. Sur ces 3 années, quand on sort du nouveau siècle et qu'on regarde le monde, vous avez l'impression que ça avance? On le voit totalement différemment, mais vraiment totalement. Moi, j'attends plus le World Forum que Noël, donc non, vraiment. Puis ça coûte moins cher. Non, mais j'ai découvert des personnes formidables et au final, on regarde le monde complètement différemment quand on voit ces nouvelles à la télé ou ces nouvelles dans la presse ou même quand on entend, même au tabac le matin, on entend des catastrophes tous les jours. On sait, au fond, après le World Forum, on sait qu'il y a des piliers, qu'il y a des nouvelles entreprises et que voilà, des vigies, des signaux. Voilà, on sait qu'on peut s'appuyer sur des chefs d'entreprise comme vous, sur des nouvelles formes même de journalisme. J'ai trouvé ma maman du journalisme ici. Donc voilà. Et j'ai vraiment envie de remercier toutes les personnes qui organisent le World Forum et qui l'animent, parce que c'est grâce à vous qu'on sait qu'il y a des nouvelles possibilités et qu'on peut faire de ce monde un monde meilleur. Ouais, et faire bouger les lignes un peu plus vite. Deron? OK. Yeah. Thank you. Oui. Alors, oui. Alexandre. Bon, moi je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire, mais je vais être un peu plus challenging par rapport à notre orateur. On parle beaucoup des grandes entreprises et de leur démarche. On l'a vu, hein, vous en avez parlé, puis on en a beaucoup parlé ces derniers temps de Volkswagen, etc., avec tout le scandale qui a eu lieu. Est-ce que vous ne pensez pas, franchement, qu'il y a quand même un manque de système juridique ou système d'observation plus ferme, plus strict, en particulier pour les grandes entreprises? Parce qu'on a souvent quand même cette impression que, malgré tout, le fait d'être un bon élève est un bon produit marketing pour les grandes entreprises et leur permettre de mieux vendre. Alors on est d'accord que si tout va dans le bon sens, c'est bien, mais quand il y a des choses qui ne sont pas très sincères, c'est encore plus horrible. Et est-ce qu'il ne manque pas quand même un outil un peu plus sévère en termes juridiques pour, on va dire, punir les mauvais élèves?
Oui, et je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'une partie de la solution à l'irresponsabilité, c'est d'avoir de meilleures règles, de meilleures réglementations. Mais bien entendu, il faut les mettre en les appliquer, ces règles. Et je pense que dans de nombreux pays du monde, il y a énormément de réglementations qui ne sont pas appliquées. Et il faut comprendre les limites également de tout ce système. Pour arrêter l'irresponsabilité, les réglementations ne suffisent pas. Et je pense qu'il est important de comprendre qu'il est très difficile de légiférer contre les responsabilités, parce que tout est une question de confiance aussi. Il nous faut, bien entendu, punir et sanctionner très durement les personnes qui sont irresponsables, mais il nous faut quelque chose de plus. Et ce petit plus, ce sont les gens qui ont une vision différente de notre société, de ce qu'elle peut être. Et c'est là que rentrent les valeurs. Et les gens vraiment feront la différence, pas la loi. Mohamed, Mélissa. Oui. Et après Mohamed. OK. After. Merci beaucoup. En fait, j'avais une question à vous poser sur l'aspect de l'équipe. Vous avez parlé de l'importance de motiver une équipe et il faut pour cela avoir une inspiration et arriver à convaincre cette équipe à s'y rallier. Mais nous savons que ce ne suffit pas toujours pour qu'une équipe continue à être engagée. Il faut également avoir des récompenses. Il faut que chaque membre de l'équipe ait l'impression d'être là pour quelque chose. Alors, que pensez-vous de la façon dont les entreprises compensent, par exemple, le fossé entre les personnes qui sont aux postes les plus élevés dans l'entreprise et ceux qui travaillent aux postes les moins élevés, et cela pourrait créer donc une sorte d'incohérence entre les gens. Oui, une action est beaucoup plus importante que tous les mots du monde. Vous pouvez avoir de belles phrases et de belles idées. Si en pratique, vous ne suivez pas ce que vous dites, eh bien, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Vous pouvez dire, nous traitons tout le monde de façon tout à fait juste, mais pour reprendre votre exemple de la rémunération et de l'injustice autour de la rémunération, eh bien, ce problème fait voler en éclats toutes les valeurs que vous pouvez avoir couchées sur le papier. Donc, comment arriver à vraiment avoir ce sentiment d'être là pour quelque chose? Comment arriver à susciter ce sentiment? Bien, je pense qu'il est beaucoup plus important ici d'arriver à attraper les personnes qui font bien les choses. Pas forcément les payer plus, mais leur accorder une certaine reconnaissance. Et très souvent, les gens dans les entreprises aériennes ont tellement peur de mal faire les choses qu'ils déploient des efforts incroyables pour s'assurer de ne pas faire de bêtises, de ne pas faire d'erreurs, alors qu'au contraire, ce qu'il faudrait, c'est que tous ces efforts aillent vers la reconnaissance. Mais la reconnaissance n'est pas forcément toujours l'argent. Très vite. Mélissa, dernière intervention. So, when we first heard about CSR, I think a lot of people tout le monde dit c'est un bon marketing et ensuite ça continue à croître parce qu'il y a cet effet d'écho. Donc, vous obtenez davantage. Et je crois que vous avez parlé de cette troisième vue, c'est-à-dire la valeur humaine. Est-ce que vous pensez que ça vient de cette action humanitaire parce que les gens véritablement veulent avoir une responsabilité sociale beaucoup plus importante, ou bien c'est important parce que les sociétés s'en rendent compte?
que nous voyons ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous dépendez des facteurs intrinsèques, vous n'allez pas très loin. Et ce qui est intéressant en ce qui concerne, c'est que si les sociétés veulent une certaine récompense, en fait, ça n'est pas devenu crédible. Et alors, la responsabilité a un mauvais nom dans un certain contexte. C'est simplement un outil de marketing, c'est tout. Et c'est séparé de ce que nous faisons au sein de la société au cours de ces 10 dernières années. On l'a vu également au cours de ce forum. Et il y a eu une grande transformation avec les gens qui se sont rendus compte que la responsabilité, c'est quelque chose de stratégique pour la société. Ce n'est pas un exercice de marketing. Et en faisant en sorte que la responsabilité est partie de ce que vous pouvez contribuer, de ce que vous êtes, en fait, ça arrive à une situation win-win. Oui, bien entendu, la société va tirer avantage de cela, mais ça fait partie de ce que nous sommes. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour avoir une reconnaissance de l'extérieur. Merci beaucoup. Et je vais appeler au pupitre Gerd de Muynck, qui est professeur à l'EDHEC Business School, 3e expert, retour de ces 3 journées du 9e World Forum. Bienvenue, Gerd. Bonjour tout le monde. Je vais faire mon exposé en français. Enfin, j'ai plus trop l'habitude, je travaille à l'EDHEC et tout se fait en anglais là-bas, donc je risque de faire des fautes de français. Donc, après le tableau sur la croissance et comment mesurer, que Luc a développé, après ces réflexions sur la mission de l'entreprise de Deon, je vais essayer un peu plus terre à terre, un peu plus concrètement, de voir comment les entreprises ont réinventé la croissance à partir de ce qu'on a vu pendant ce forum. Et donc je vais distinguer 5 tendances qu'on a observées ici, 5 changements à travers des années. Peut-être pas tous ces changements sont radicaux, mais quand même, il y a quelques éléments assez remarquables. Premièrement, nous avons vu que la teneur des propos des intervenants est plus radicale et les prises de position sont plus audacieuses. Et donc, je vais donner quelques exemples ici. Typiquement, c'est des gens qui sont revenus plusieurs fois. Et une des personnes qui est revenue plusieurs fois, c'est Didier Leroy. Il était ici il n'y a pas longtemps, en 2012. J'ai cherché dans mon ordinateur et j'ai retrouvé mes notes. Et donc, en 2012, il racontait ici qu'il avait l'ambition de diminuer les émissions de carbone, donc CO2 des voitures, de 70%. Et en même temps, il se vantait en disant que Toyota, on prévoit une croissance de production d'à peu près 70%. Bon, je veux dire, quand on diminue d'un côté de 70, de l'autre côté on augmente de 70, etc., on voit bien qu'on ne va pas très loin. Bon, c'est pas mathématiquement, ça ne correspond pas tout à fait, mais quand même, on voit très bien ce que ça veut dire. Cette fois-ci, il parlait de 90% de diminution des émissions de carbone. Et deuxièmement, l'idée qui était défendue d'augmenter le volume de nombre de voitures produites était abandonnée. En fait, il y avait toute une série de réflexions sur les évolutions du marché, que les jeunes gens ne jurent pas forcément sur l'idée d'une voiture individuelle, que ce qui comptait, c'était la mobilité des personnes, et que Toyota était aussi en train de réfléchir comment combiner le transport public avec le transport individuel dans les villes, etc. Donc on avait un changement assez radical de la perspective en 3 ans de temps, et donc on voit qu'en général, dans ce genre d'évolution, la même chose, j'écoutais ce matin Marc Roquette sur son ambition d'arriver aussi à des usines avec un bilan carbone neutre. Alors, toutes ces personnes ont des ambitions beaucoup plus fortes qu'auparavant, et en même temps sont modestes par rapport à ce qui est réalisé. Donc, Marc Roquette, entre autres, mentionnait que l'unité de production dans l'est de la France était beaucoup plus avancée que l'usine ici à côté de Lille, et donc il y avait encore du travail. On a eu la même chose avec Thomas Leisen qui parlait de la sécurité, par exemple, dans les usines. Il n'avait jamais eu une année sans accident. C'était le but, mais on n'y arrive pas. Donc en même temps, le but est la barre est placée de façon très haute. En même temps,
on admet aussi le chemin qui reste à parcourir. Il y a aussi des projets très innovants comme Hyperloop, je ne vais pas revenir, tout à l'heure on a vu Dirk ici. Mais ce qu'on voit en général, c'est qu'il y a un genre de shift, comme on dit en anglais, paradigm shift, un genre de changement de paradigme. Les objectifs, la vision sur le marché, le sens de l'activité économique prennent le dessus par rapport à cet objectif qui était surtout une augmentation en termes de volume de production auparavant. Deuxième point, on voit que la notion de circularité est vraiment rentrée dans la RSE. C'était rentré avant, mais avant, cette idée d'économie de la circularité était vraiment une expression qui appartenait au petit cercle des entreprises militantes. On les a toujours vues, ces entreprises militantes ici. On a eu Plastic Bank notamment, Exploration Architecture d'Angleterre, et donc des gens qui utilisent des métaphores biologiques très parfois idéalistes, etc. Très bien. Mais maintenant, on voit aussi que ce modèle de circularité est défendu par des gens, des entreprises standards. On a eu ici Umicore qui parlait de ça encore sur le recyclage des métaux qui peut se faire éternellement. McCain aussi avait cette idée de recycler l'eau en Inde dans une unité de production. Justement, là aussi avec Modesty qui disait qu'il n'arrivait qu'à récupérer 70% de l'eau, mais son ambition était bien d'arriver à 100%. Et donc, on voit ce deuxième point, les entreprises essayent de trouver des formes de production qui s'inscrivent dans une vision à long terme et qui fait sens. Donc, cette idée de circularité en fait clairement partie. Troisième idée, c'est la notion de partage. Encore une fois, c'est similaire ici. On avait cette économie collaborative à laquelle on a consacré une journée en juin à Paris avec le forum cette année. Il y avait aussi de nouveau des entreprises assez militantes comme Compare and Share et WeShare ici présentes au forum. Mais on voit aussi des formes de partage qui sont quelque part étonnantes chez des entreprises classiques. Encore une fois, je mentionne ici Toyota, où Didier Leroy avançait l'idée qu'il y avait 5600 brevets, je crois, qui étaient liés à la pile à combustible et à la voiture électrique. Et pour l'instant, ces brevets étaient en fait en quelque sorte en libre accès. On ne voulait pas bloquer les entreprises concurrentes à bénéficier de cette technologie. L'idée était qu'il est urgent de diminuer la pollution planétaire et donc pour l'instant c'est un peu absurde de s'asseoir sur des brevets ou bloquer le progrès même chez les concurrents. Donc c'est un changement assez radical et même un peu audacieux et ça met en cause toute la logique des brevets en fait. La raison d'être des brevets, la raison pour laquelle ils étaient inventés était justement de permettre aux investisseurs dans la technologie de récupérer le coût de l'investissement. Et donc laisser les choses en libre accès est quelque chose qui se voit de plus en plus et qui effectivement est une forme de partage assez radicale par rapport à ce qu'on voyait avant. Schneider Electric, un des partenaires aussi, parle d'excubation, donc c'est pas incubation mais excubation. Quand ils ont des brevets ou des technologies qu'ils n'exploitent pas eux-mêmes, ils préfèrent qu'une start-up bénéficie de cette connaissance et ils laissent aussi la technologie exploitée par d'autres, tout en faisant attention de ne pas créer un concurrent direct, mais tout aussi en travaillant ensemble pour le développement des nouvelles entreprises. Chez Unilever, hier après-midi, on avait vu ces projets d'intrapreneurship, donc où les salariés des cadres de Unilever ont des projets parfois personnels et Unilever les laisse développer au sein de l'entreprise. Il y avait quelqu'un qui avait développé des fours pour l'Afrique où les gens cuisinent beaucoup avec du feu de bois et donc ils cuisinent dehors. Donc c'est des fours qu'on pouvait utiliser dehors mais qui consommaient beaucoup moins de bois, etc. Donc c'est en ligne avec toute la philosophie d'Unilever pour l'instant. Et donc on voit cette forme de partage aussi dans l'entreprise. Quatrième point,
on voit des nouveaux, ça c'est pas vraiment nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que ça devient vraiment entré dans les mœurs. On voit des nouvelles formes de collaboration. On a eu ici avec McCain et Eunice un projet en Bolivie, je crois, donc où il y a des liens entre social business et les entreprises plus classiques. On a eu ce matin ici, on a eu la présentation de ce qui se fait ici à partir de l'année dernière d'ailleurs, avec le World Forum, le SoBiz Hub, où il y avait aussi toute une série d'entreprises locales dans le Nord qui travaillent avec des projets de social business. Et donc, il y a des liens multiples entre, par exemple, chez McCain, entre petites exploitations et l'industrie alimentaire. Ici, dans SoBiz Hub, on a plein de liens entre entreprises, universités et entrepreneurs sociaux. Dernier point. Et donc, c'est un peu en lien à la fois avec des formes de collaboration, donc le quatrième point que j'ai développé, et le troisième, l'accès libre à la technologie, ou donc à l'information, au système informatique qui sont en accès libre. Et donc, nous observons une multitude d'initiatives entrepreneuriales des jeunes gens. Et donc, il y avait des exemples ici du Maker Movement. Et donc, c'est en Californie. Ce sont des gens, souvent avec des imprimantes 3D, qui créent un business à partir de rien, comme ils ont souvent avec l'aide en ligne d'autres personnes qui aident au développement. Et aussi même avec du capital qui est mobilisé par des mécanismes comme Kickstarter, qui est un genre de forme de crowdfunding en ligne. Et donc, en fait, j'avais suivi cette présentation en streaming, en même temps avec ce qui se passait ici dans cette salle, dans l'auditorium, où il y avait le WOLAP de Togo. Et donc, il y avait énormément de similarités. Je switchais d'un écran à l'autre. Et il y avait beaucoup de similarités entre ce que les gens au Togo ont mis en place. C'était exactement un genre de Maker Initiative. Mais c'était encore plus fort parce que c'était combiné avec des formes de recyclage et en même temps avec des formes un projet d'insertion sociale. Et donc, un lien très fort avec la communauté où ces gens sont implantés. Donc, en fait, ce qui est très positif, peut-être pour faire la transition avec ce qui vient après, avec les jeunes qui ont pris des initiatives, ce sont aussi des initiatives par des jeunes entrepreneurs à partir d'une technologie qui est maintenant où le seuil d'accès est très bas. En fait, il ne faut pas avoir beaucoup de capital pour commencer, et en même temps avec une vision d'emblée de bien-être, enfin de bénéfice social, sociétal, et non pas seulement une vision sur un gain en termes financiers à court terme. Bon, merci. Merci bien. Restez là. Gabriel, on commence avec vous. J'ai juste une petite question pour vous. Il y a plein de choses très positives. Moi, je suis optimiste. Mais est-ce qu'on n'a pas quand même un risque de social washing? On a eu le greenwashing avec ces entreprises pétrochimiques, pharmaceutiques qui mettent des panneaux verts dans les lobbies de leurs immeubles pour faire joli. Est-ce qu'on n'a pas quand même un petit risque de social washing venant des grandes entreprises qui cacheraient une partie de leur activité en montrant des partenariats très positifs? Tout à fait. Je pense aussi. Je ne suis pas toujours naïf dans ce genre de choses. Et puis, bon, moi, je suis toujours de l'avis qu'un petit peu d'hypocrisie ne fait pas de mal, en quelque sorte. Si les gens essayent de montrer, disons, une image qui ne correspond pas tout à fait à la réalité, il y a une pression sur eux pour diminuer le décalage. Et donc, souvent, parfois, on met des choses en avant, on n'est pas tout à fait à la hauteur, et du coup, on essaye de diminuer ça. Donc, ça, c'est déjà le côté positif, si vous voulez, de l'hypocrisie. Mais ce n'est pas toujours comme ça aussi. Par exemple, quand on voit, je mentionne l'exemple de Unilever, de Paul Polman, qui est le CEO de Unilever. La première chose qu'il a demandé quand il est devenu CEO, c'est d'être débarrassé des rapports trimestriels. Donc, il a des rapports financiers seulement par an, parce qu'il veut plus être sous cette pression tout le temps des résultats à court terme, et il veut pouvoir développer les choses à plus long terme. Ce qui permet notamment ce genre d'initiative, et on en a eu en Inde et aussi en Afrique maintenant. Donc en fait, il y a aussi une part de démarche authentique. Il ne faut pas non plus penser que tout est uniquement de social washing ou greenwashing. Et même s'il y a une partie de vérité, ça aussi, quelque part, c'est un effet de levier. Oui. Une autre intervention? Allez-y. Qui? Mohamed? Je vous en prie. Thank you very much.
Merci beaucoup. Simplement une question sur ce concept de transparence. En fait, c'est un dénominateur commun dont on a toujours parlé. Donc, quelqu'un qui est observé, Toyota a eu des moments très, très difficiles. Ils ont dû rappeler leur voiture et c'est ce qui se passe avec Volkswagen maintenant. Et donc, ce sont des défis très, très importants et ces défis, ce sont des catalysateurs, des opportunités pour les changements. La société peut s'améliorer. Et donc, ça, c'est bien pour le côté public. Mais qu'est-ce qui se passe sur le côté privé? Est-ce que ça peut être fait par une société privée où vous pouvez augmenter ces améliorations radicales alors que ce problème de transparence par rapport au public n'est pas tellement présent? Oui, vous avez parlé d'une pression. Il y a pas mal d'entreprises qui sont des entreprises familiales. Et des entreprises familiales, là, c'est assez habituel d'avoir une vision à long terme plutôt que d'une vision à court terme. Mais si vous êtes un PDG d'une société en bourse, côté en bourse, vous êtes sous pression. Mais il ne faut pas promettre trop aux actionnaires. Et alors, les gens ne seront pas déçus et vous ne devez pas faire des choses folles. Nous voyons tous les scandales, vous connaissez tous ces scandales. Et les gens avaient tellement d'ambition qu'en fait, ils n'ont plus pu répondre aux besoins des actionnaires après un trimestre ou après un an. Et nous avons alors cette pression et nous faisons des choses stupides. Si vous faites une stratégie à long terme, vous ne serez pas sous pression. Et les entreprises familiales ont cette vision à long terme en général et c'est facile pour ces entreprises. Et c'est une des raisons pour lesquelles ces entreprises familiales ont une politique de responsabilité sans véritablement avoir la terminologie. Qui prend le micro? Ça va? Okay. Merci beaucoup. Merci. Juste avant que vous ne rejoigniez la salle, on a glané quelques interventions, quelques réactions à l'issue de ces 3 jours que nous avons passés ensemble. Écoutez celle-ci, un entrepreneur indien, Pavan Sukhdev. Je pense que nous avons eu une connexion très intéressante entre la tendance Hyperloop, qui est très futuriste. Donc, vous pensez, comme dans ce film où ils envoient des courriers dans des tubes. Et d'autre part, nous avons eu des infrastructures de base, des routes, des maisons, des projets comme cela, des projets dans le domaine de l'eau. Et d'une certaine manière, l'interaction entre ces deux approches était très intéressante pour moi. Je peux continuer à penser aux implications. C'est un plaisir d'être ici. J'adore l'île et ça a été une grande surprise pour moi. Et j'ai adoré les rues, j'ai adoré les restaurants et vraiment, cet endroit est magnifique. Et puis pour la partie artistique, on a eu la chance hier matin de recevoir un grand espoir de la chanson. À mon avis, il va vite embrasser une carrière internationale. On le regarde. Et si j'avais qu'un message à faire passer, c'est vous dire bravo, merci. Vous n'êtes plus dans l'utopie, même si le rêve, c'est important pour se projeter, mais le rêve, quand il devient réalité, c'est aussi superbe. Les choses, elles avancent beaucoup. Alors, je ne savais pas qu'il y allait avoir un jingle, un chant. Et en fait, ce matin, dans le train, j'ai pensé, en voyant le mot rêve, il y a un petit truc qui m'est revenu dans la tête et je vais vous le fredonner si ça ne vous dérange pas. Allez. Ah ben on va vous aider. J'ai fait le rêve d'un monde nouveau à faire ensemble. Rêve d'un monde plus beau. Parce qu'économique durable, parce que social, parce que environnemental, parce que solidaire et donc parce que désirable. Bravo. Merci beaucoup. Oh. Vous pouvez l'applaudir. Hein.
C'est quand même le président de l'ADEME. Tiens, on vous met à l'écran les paroles de sa chanson. Éternel, vous pouvez les copier et je suis sûr que vous allez l'ajouter très rapidement à votre playlist. Bien, alors, on va faire un petit exercice maintenant. Et tout d'abord, je vais vous remercier, messieurs. Merci beaucoup pour votre rapport. Les planches, les slides que vous nous avez présentés seront bien évidemment à votre disposition. Un petit exercice, et pour réaliser cet exercice, je vais appeler David Katz. Bienvenue, David. Bienvenue. Alors David, vous l'avez rencontré au cours de ces 3 jours, fondateur, CEO de The Plastic Bank, avec une approche assez originale, innovante, 360 degrés, puisqu'elle consiste à transformer des déchets plastiques en monnaie d'échange. Donc il y a un impact économique, un impact environnemental, un impact social également vis-à-vis des populations. Je ne l'ai pas prévenu. Je vais prendre un fauteuil et je vais le mettre ici, dos à la scène. Je vous prie de m'excuser. Alors quand même légèrement vers la caméra pour qu'on puisse vous signer. Venez ici, David. Voilà. Très bien. Je vous donne un micro et vous leur posez des questions. A few questions. On a beaucoup entendu les grandes entreprises et vous êtes la nouvelle génération. Vous devez relever les défis, les problèmes. Et on n'a pas parlé du travail de Simon Sinek. Et peut-être que vous pourriez maintenant inspirer le reste du public. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites, Mohamed? OK. Donc, je voudrais vous dire 2 mots de qui je suis d'abord. J'étais parti pour devenir directeur d'hôpital et j'avais étudié la neuroscience et j'ai décidé de faire un diplôme de médecine et j'ai passé un MBA. Et à la fac de médecine, j'ai découvert ce concours qui visait à éliminer l'insécurité alimentaire pour 10 millions de personnes. Et là, je me suis posé une question. Je me suis dit, pourquoi je veux devenir un médecin? Je veux devenir médecin pour faire la différence dans la vie des gens. Et si je pouvais créer une entreprise sociale capable de trouver un moyen de nourrir les gens et de leur apporter la sécurité alimentaire, alors j'aurais un impact encore plus important que celui que je ne pourrais jamais avoir en tant que médecin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en médecine, on vous dit quand il faut intervenir, alors que bien souvent, il est déjà trop tard. La majeure partie de votre formation, c'est le soin des maladies chroniques. Même si l'on sait que la vaste majorité que le traitement, c'est en grande partie la prévention, en fait, on ne se concentre pas là-dessus. Donc moi, je me suis dit, si je veux m'en tenir à ma vocation, il faut que je fasse autrement. Alors, dites-nous pourquoi vous faites ce que vous faites. Dites-nous ça. Oui, moi, je travaille donc en Afrique sur l'accès à l'énergie. La première fois que je suis parti, je me suis retrouvé dans un village au Burkina qui n'avait pas l'eau, pas l'électricité. Et je crois que votre vie est complètement différente si vous n'avez pas d'énergie. Ça veut dire que vous n'avez pas de téléphone portable, vous n'avez pas de machine à laver, vous n'avez pas l'eau courante, vous n'avez rien de tout notre confort habituel. Et quand on se dit, on est en 2015, bon c'était en 2007 la première fois que j'y suis allé, vous dites mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui vivent dans ces conditions-là? Je pense que ça a été le point de départ de mon parcours et de ma spécialisation derrière. Et après, bon, il y a aussi des choses, c'est-à-dire que quand on se lance dans la création d'une entreprise, on le fait parce qu'on a une cause en soi et puis aussi pour soi-même. Et je pense que moi, j'avais besoin, d'une certaine façon, comme un médecin peut faire du bien autour de lui, moi je suis ingénieur, de faire des choses qui avaient du sens. Et c'était aussi ma façon personnelle d'atteindre mon bonheur. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à lancer ma société. Et
Et c'est une épopée tous les jours. Je pense qu'on fait quelque chose qui est très compliqué d'un point de vue économique, un impact social considérable, mais qui, d'un point de vue rendement économique, n'est pas simple. Mais c'est ce qui nous pousse à être innovants, à trouver de nouvelles solutions, à chercher les nouveaux outils, les nouvelles innovations qui peuvent apparaître pour pouvoir continuer et être un peu, entre guillemets, anti-système, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on essaye de créer des choses qui n'existent pas et dont les outils ne sont pas encore disponibles. On est obligé de les créer. Et c'est ça qui est passionnant et qui permet aussi de fédérer nos équipes et nous-mêmes, de nous rendre nous-mêmes heureux, si je peux dire ainsi. Voilà. Next question. Which becomes very full. Congratulations. Thank you. Thank you. Now, maybe we can... C'est très parlant. Merci. Félicitations. Et tout ça est entièrement improvisé. Beautiful. Maybe we can move on. Peut-être qu'on peut avancer et parler des défis. Peut-être pouvons-nous parler des défis que vous avez dû surmonter pour arriver où vous en êtes. J'aimerais que vous puissiez inspirer les autres. On parle beaucoup d'activités, mais les actions peuvent devenir difficiles parce qu'on doute de soi-même. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour venir à bout de vos propres doutes? Pour surmonter tous les challenges auxquels je fais face tous les jours, je m'appuie sur le World Forum et sur toutes les techniques que je peux apprendre ici. Il n'y a que comme ça que je peux avancer. Si je m'appuie sur ce que j'apprends, sur les rencontres que je fais ici, sur même les rencontres que je fais ailleurs, je pense qu'il n'y a que comme ça que je peux avancer. Je prends exemple sur les personnes qui me montrent comme ces jeunes ici. Hier, j'ai pris une bonne claque dans la figure, quoi. Hier soir. Ouais, vraiment. En fait, je me suis rendu compte que oui, j'ai beau être jeune, oui, on me répète tous les jours que j'ai pas l'expérience, que non, j'en ai pas fait assez dans ma vie pour pouvoir prétendre à entrer dans telle ou telle entreprise. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'au final, j'ai mes ambitions, j'ai ma propre expérience, et puis, je sais pas, j'ai cette énergie qu'ils ont, eux. Je l'ai aussi, je suis jeune aussi. Donc voilà, je suis capable de le faire. Et si on réfléchit comme ça, si on ose se lancer dans des projets comme ils le font, on n'a rien à perdre. La prochaine question dans une minute, le temps d'écouter quelques jeunes qu'on a justement interrogés hier soir après la séance incroyable dans cette salle. Regardez. Et ce que j'en ai retenu, c'est que c'est important pour innover et pour continuer à avancer, de penser, à réfléchir différemment que nos méthodes de pensée habituelles et à ouvrir en fait les cadres de notre réflexion pour pouvoir innover. Puis c'était concret aussi à la fois avec en intervenant en Afrique, peut-être enfin l'Afrique qui va se lancer dans l'économie. J'ai bien aimé, ouais. C'est vraiment super intéressant comme conférence, on est vraiment là pour apprendre. Là, il y a une conférence sur tout ce qui est entrepreneuriat sociaux, avec aussi une dynamique d'échange, et je pense que je vais aussi apprendre différentes choses. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est le fait d'avoir autant des DG du CAC 40 ou de multinationales, de voir ce que peuvent faire ces énormes entreprises et en même temps croiser des micro-entrepreneurs ou des initiatives très locales. On a eu des déjeuners en comité réduit qui nous ont permis d'avoir des échanges un peu plus restreints et sur des thématiques très précises, et ça c'est particulièrement intéressant. Il est partout. Alors, j'aimerais revenir vers les étudiants. On a 2 Canadiens qui ont voyagé jusqu'ici et qui vont partir sur une mission de 10 mois pour aider des entrepreneurs. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites et pourquoi vous êtes lancé dans ce projet? Je vais répondre. Gabriel et moi, on croit dans cette nouvelle économie. On croit vraiment dans ce nouveau mode de capitalisme. Donc la question était, que pouvons-nous faire pour aider cette nouvelle économie à se développer? Et la réponse qu'on a trouvée, c'était OK, on va aller les aider pour les aider à mesurer leur impact social, qui est un de leurs gros défis. Et on voulait faire quelque chose que personne n'avait jusqu'à présent été en mesure de faire. En tout cas, il n'y avait... Et personne n'est très satisfait sur la mesure de l'impact social parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et nous, on a envie de le faire, d'apporter notre pierre à l'édifice pour les idées et pour aider le mouvement de l'entrepreneuriat social. Voilà, c'est que pour ça, moi.
Gabriel, pour ce qui est des défis, et ça faisait partie de notre présentation hier, je pense que les défis, ça se relève en osant et en s'entourant de gens qui ont de l'expérience, qui n'ont pas forcément le même état d'esprit que vous, mais qui partagent votre vision. Et osez parler de votre projet à autant de personnes que possible, parce que quelquefois, vous allez avoir à relever des défis. Il y aura des gens qui vont essayer de broyer vos rêves. Mais si vous parlez à de nombreuses personnes et que vous partagez vos idées et que vous restez optimiste, en ne regardant pas seulement la une des journaux qui peut être un peu déprimante, mais en regardant également le positif qui se passe dans le monde, eh bien, ça vous donne l'inspiration pour continuer. Et puis, il faut partager ses idées. C'est comme ça qu'on peut s'aider. Vous êtes des gens géniaux. Merci. Quelles sont les impressions que vous retirez de ce forum? Les jeunes m'inspirent tellement. Alors, malheureusement, on m'avait calé avec les vieux hier. Mais vraiment, tous ces jeunes qui ont fait le voyage pour venir ici et qui savent qu'ils ont besoin de contribuer, il n'y a pas moyen de faire des affaires autrement. Et ce n'est pas le business social, c'est le business. Je suis totalement mais regonflé par l'énergie des gens qui sont ici. Et je vois les obstacles qu'ils ont dû surmonter pour construire ce monde plus beau. Merci. Alors, on est entré dans la dernière demi-heure de notre rencontre. Il faut encore revenir 2-3 minutes sur ce qui s'est passé hier dans cette salle pour les moins de 30 ans. Vous y étiez, hein, tous les 5. Regardez quelques images de ce que nous avons vécu ensemble. Donc moi, j'étais devant mon ordinateur puisque je regardais le live. J'avais tout juste un peu plus de 30 ans. Et on peut avoir les images, là, s'il vous plaît? Merci. Ça, c'était hier avec les jumeaux qui ont été extraordinaires et toutes celles et ceux qui regardaient le monde. Hein. Ah, ça, c'était aussi un beau moment. Alors, vous en retirez quoi, là, les uns les autres? Une bouffée d'énergie. Parce qu'ils l'ont fait. Hein. C'était un projet pour cette 9e édition. Ils l'ont fait. C'est vraiment une bouffée d'énergie qui nous rebooste, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Beaucoup d'inspiration et surtout, c'était incroyable de voir ce bridging gaps entre les générations. Ouais. J'en perds mon français, mais ça, c'était assez impressionnant de pouvoir parler devant des jeunes et devant les Walking Dead, comme ils les ont appelés hier. Mais voilà, c'était très, très inspirant et une super opportunité pour nous. Moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Je me suis dit qu'ils étaient fous. Mais au final, je me rends compte aussi que leur folie tient du génie. Et c'est vraiment, c'est hyper impressionnant et c'est très, très inspirant. Et surtout, ce qui est intéressant, toujours l'obsession du passage à l'acte, hein, c'est que ce qui s'est passé là a donné l'envie à des dizaines d'entre vous de passer à l'acte. Écoutez justement le témoignage de l'une des participantes, chopée là à la sortie, et qui a dit « Allez, chiche, je vais faire mon truc. » Regardez. Elle va arriver dans quelques instants. C'est super enrichissant. Enfin, moi, je me suis vraiment amusée, j'ai beaucoup appris. Et c'est vrai que je pensais mettre en place un projet moi-même. Et du coup, c'est vrai que ça donne du punch, ça donne la motivation. Et c'était très animé. Je remercie les jumeaux et tous les gens qui ont organisé cet événement ce soir. Je pense que c'est primordial que les jeunes puissent s'exprimer, qu'on puisse savoir quelles sont leurs attentes, comment est-ce qu'on peut leur aider, comment nous-mêmes on peut s'aider entre nous pour pouvoir mener à bien nos projets et inspirer d'autres personnes. Enfin, donc oui. Moi, j'ai envie de créer ma boîte. Je suis sûre que je travaille sur le projet, c'est sûr et certain. Mais écoutez, on s'est pas ennuyé. Donc il y avait le sens de l'humour, il y avait les animations, les vidéos, la musique que j'entends derrière moi. Donc c'est vrai que on était vraiment accrochés, donc c'est bien. Franchement, c'était super. Alors vous savez aussi que... Ouais. Marc, you have the microphone? Non? Non, il est là quelque part. OK. Alors, vous savez aussi que ce World Forum est accompagné par de grands partenaires, des entrepreneurs engagés. Ce qui est génial aussi, c'est qu'ils ont pris le temps de participer à l'ensemble de ces débats. Non, c'était juste, je cherchais le micro. On va leur donner la parole à quelques-uns d'entre vous.
d'entre eux, ils sont dans la salle. Alors, par exemple, je le vois en ligne de mire, là, Jean Bernoux, je montre avec le doigt, c'est pas bien. On peut donner un micro à Jean, qui est le CEO Europe de McCain. Il a été là pendant ces 3 jours. Vous aussi, Jean, une impression, et puis peut-être une conviction, un axe, un sujet avec lequel vous repartez pour écrire, continuer à écrire vos nouvelles croissances à vous. Alors moi j'ai 4 points, j'ai deux observations. La première observation, c'est que cette année, dans ce World Forum, on a enfin mis l'homme au centre des préoccupations. Et donc tout au long des présentations, tout au long des workshops, l'homme était présent. C'est de lui dont on parlait, de l'individu, de son rôle dans la société, de son bonheur. On avait commencé à voir l'année dernière avec Mohamed Younous un embryon de discussion sur l'individu. Et je suis très heureux de voir que ce World Forum a mis l'homme au centre de nos discussions et de nos préoccupations. Donc ça, c'est un point excessivement important. Le deuxième point, c'est qu'enfin, les jeunes ont envahi le World Forum. Et ça, c'est formidable. Présent, hein. Et ça c'est formidable. Et je peux vous dire que j'ai l'occasion très souvent d'accompagner le professeur Younous et de voir dans ces conventions les jeunes. C'est surtout des jeunes qui sont avec lui. Et vous en sortez régénéré. Je sors de là, je me dis, ça y est, j'ai 20 ans. Bon, malheureusement, mes collaborateurs me disent, il ne faut quand même pas exagérer, regarde-toi, mais c'est bien parce que l'avenir, c'est eux, l'avenir, c'est pas nous. Nous, on est le passé, ce sont eux qui vont s'occuper de la planète, ce sont eux qui vont s'occuper de notre avenir à nous, quand on sera vieux dans une maison de retraite quelque part. Heureusement, ils seront là. On a l'avenir devant nous. Et l'avenir est enfin rentré dans le World Forum. Et pour moi, c'est absolument formidable. Ensuite, j'ai 2 remarques personnelles à faire. Allez-y. La première remarque personnelle, c'est que le changement, c'est une question d'homme avant tout. Et il ne faut pas toujours chercher des arrière-pensées, des idées. Certes, il y a des gens qui font du social washing, c'est vrai. Certes, il y a des gens qui font du greenwashing, c'est vrai. Mais je peux vous dire, on parlait tout à l'heure de Paul Polman, j'ai démarré chez Procter & Gamble avec lui, on est rentrés ensemble chez Procter, on a travaillé ensemble. Paul est un gars qui a des valeurs. Il a des valeurs très très fortes. Il croit à un certain nombre de choses. Il croit que la société doit être changée. Et il met ses valeurs au centre des stratégies de son entreprise. Et quand il a été recruté dans cette entreprise, il a expliqué ce qu'il allait faire. Si vous prenez Danone, il y a aujourd'hui à la tête de Danone Emmanuel Faber. Emmanuel a des valeurs très très fortes. Et Emmanuel pousse un certain nombre de choses dans son entreprise parce qu'il y croit, parce que ça fait partie de ce qu'il est réellement. Donc, dans les entreprises, dans certaines entreprises, les choses changent, dans les grosses entreprises, parce qu'il y a des hommes à la tête de ces entreprises qui ont des valeurs. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, le professeur Younous, fort justement, dit ce qui est important, c'est l'objectif final. Ce qui est important, c'est que les choses changent. Ce qui est important, c'est qu'on change le monde. Ce qui est important, c'est qu'on éradique la pauvreté. Et Younous dit, si une entreprise tire, d'un point de vue image, un certain profit, mais que j'ai réussi en Afrique à sortir de la pauvreté 5000 personnes, qu'est-ce qui est le plus important? Sortir 5000 personnes de la pauvreté, même si c'est fait avec une entreprise qui va peut-être en bénéficier un petit peu, ou bien ne pas permettre à certains de faire certaines choses et laisser 5000 personnes dans la pauvreté. Donc ce qu'il faut, changeons le monde, changeons la société, et tous ceux qui ont envie de le faire sont les bienvenus. Et ce n'est pas uniquement les grosses multinationales qui peuvent faire changer le monde. Nous tous, vous tous dans cette salle, vous avez la possibilité de changer le monde.
Vous avez la possibilité de changer la société au travers de vos choix, au travers de vos actions, au travers de vos activités. Vous pouvez changer le monde. Nous pouvons tous ensemble changer le monde. Encore faut-il le vouloir. Et je suis heureux de voir tous ces jeunes qui ont envie de le faire. Et je voudrais lancer un appel. Très vite. Je voudrais lancer un appel. L'année dernière, nous avons démarré SoBizUp. Sous l'impulsion de Mohamed Younous, et il y a toute une équipe qui travaille sur SoBizUp. SoBizUp va permettre à des jeunes entrepreneurs de se lancer, à des jeunes entrepreneurs d'avoir des actions sociales, va permettre de créer des entreprises, va permettre d'attaquer le problème du chômage dans la région. On a besoin de bonne volonté, on a besoin de support. On a besoin de support des entreprises de la région. Parler, c'est bien, vouloir faire des choses, c'est bien, mais on vous donne la possibilité de venir avec nous pour les faire. Donc, vous voulez changer le monde? Alors, venez le changer avec nous et rejoignez avec nous SoBizUp. Merci. Merci beaucoup. Alors, Marie-Madeleine, qui est mon rabatteur, là, vous allez donner le micro à qui? Bienvenue. Bonjour, donc Christophe Ribaud, je dirige le groupe Mobivia. Ce que je voulais simplement dire, c'est que à travers cet échange cet après-midi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que malheureusement j'étais en voyage pendant les 2 derniers jours, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'une part effectivement l'engagement jeune. Pour moi, c'est un élément très important et je le vois très fortement dans notre vie quotidienne au sein des entreprises telles que Nord-Auto, Mobivia, mais aussi toutes les petites startups dans lesquelles nous sommes en partage quotidiennement. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu beaucoup le mot « inspire ». C'est pour moi un élément fondamental parce que nous faisons un exercice tous les ans de vision pour projeter l'entreprise dans les 10 prochaines années, pour voir où l'automobile et comment l'automobile et comment la mobilité évoluera. C'est un travail de long terme, ça ne vient pas tout seul, c'est un travail où il faut impliquer énormément de collaborateurs et toute l'équipe de direction. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est qu'on a parlé beaucoup d'indicateurs tout à l'heure, éventuellement d'indicateurs que l'on présente aux actionnaires, par exemple. Moi, je pense qu'avant même de les présenter aux actionnaires, je pense qu'il faut qu'il y ait des indicateurs de management quotidien, qui se fassent à travers justement des KPI extrêmement simples sur l'engagement humain. L'engagement, chez nous, en tout cas dans le groupe, on a déterminé 4 indicateurs. Il y a bien entendu l'indicateur économique parce qu'il existe quoi qu'il arrive, mais il y a un indicateur qui est basé sur les clients, sur l'humain et sur le développement RSE justement et innovation autour de la RSE dans l'entreprise. Voilà, donc on l'a intégré comme cela. Maintenant, on doit aller beaucoup plus loin parce que c'est un travail de longue haleine. Voilà. Merci beaucoup. Ce type d'indicateur, Mélissa Gabriel, ça fait partie de votre modèle? Nous, on se concentre vraiment sur le côté social, donc oui, ce qui est l'humain. L'aspect managérial aussi? Non, sur l'impact social de l'entreprise. On ne s'occupe pas de la gouvernance. C'est l'impact social de l'entreprise. Tiens, pour vous deux, on continue à donner le micro à quelques-uns d'entre vous après. Juste avant, pour vous deux, petit cadeau, c'est le film que Valentine a réalisé il y a 8-10 jours. Hein. Il dure 2 minutes. Mais je n'étais pas toute seule là-dessus, j'étais avec Éléonore Sinoquet et Camille Roland aussi. Très bien, donc une grosse production. Hein? Je dirais pas ça quand même. Regardez. On s'est manié à la technologie. Ouh. On est volontaire. Je pense que notre génération est assez ouverte par rapport à avant. Ouverte. Moi, je pense qu'elle est plutôt diversifiée. Ambitieuse. Entreprenante. On sait travailler en équipe. Je trouve qu'on est plutôt téméraire comme génération. On doit créer nos propres rêves qui seront pour les générations futures, la génération de transition, je pense. On est dynamique, pleine de ressources, mais pas forcément consciente du potentiel qu'elle a. Donc c'est plutôt global, mais j'aime beaucoup tous ces jeunes qui font preuve de dynamisme en osant se lancer dans des projets parfois qui peuvent sembler fous. Mais voilà, donc tous ceux qui sont à l'initiative de start-up, ce genre de choses, j'ai vraiment énormément de respect et c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé pouvoir faire. Avec mes expériences passées sur l'engagement, etc., on a pu réfléchir avec certaines assos sur les clichés. Et en fait, justement, moi je pense que le modèle de jeunesse, c'est le jeune qui met à mort tous les clichés. Malala
Yousafzai, c'est la jeune pakistanaise qui était prix Nobel de la paix 2014 pour avoir, qui lutte pour le droit à l'éducation et dans les pays un peu. Réussir à être bien dans ses baskets malgré tous les clichés qu'on se prend dans la tête tout le temps, en permanence. Et franchement, je pense que l'histoire d'innover, de s'engager dans des ONG, de s'engager dans des ONG, etc. Je trouve que ça brise les clichés, ça brise un petit peu tout, ça brise aussi le fait qu'on pense que la génération de maintenant ne se responsabilise plus et elle a peur de la crise. Non, on n'a pas peur de la crise, non, on va trouver du taf, on va galérer, c'est sûr, mais on va trouver du taf. Et on va tout faire pour trouver du taf. Je pense que d'abord, avant de créer cette start-up, il faut peut-être passer par le monde de l'entreprise pour acquérir de l'expérience et voir ce qui se passe chez les autres. Alors, on va continuer notre micro-trottoir. Marie-Madeleine, vous avez donné le micro à Jean-Bernard Bonduel, du groupe du même nom. Moi, j'ai quelques remarques. La première, c'est que je pense que les plus de 50 ans, on n'a plus notre place ici. En l'occurrence, on était hier tout à fait en haut du balcon. On était pas mal, mais on était un petit peu en dehors du coup. Ça, c'est la première remarque. Donc, bravo à tous les jeunes qui étaient présents. La deuxième, c'est que les contacts que l'on peut avoir et la richesse et les idées que l'on prend au fur et à mesure, elles sont importantes. J'ai découvert, par exemple, Bicorp, que je ne connaissais pas. Donc, je vais probablement prendre quelques idées sur le sujet. Je rebondirai aussi sur la remarque de Jean Vernoux tout à l'heure, qui a besoin de beaucoup de monde. Et puis la troisième, c'est ne mettons pas des objectifs, n'hésitons pas à mettre les objectifs inatteignables. En l'occurrence, on s'est fixé un objectif dans le groupe Bonduel qui est d'atteindre 0 accident de travail. On était, il y a 10 ans, à un taux d'accident de travail de 40. Il y a pour usine de 700 personnes, ça veut dire qu'il y avait 40 accidents dans l'année. Et aujourd'hui, on avait fixé cet objectif à 2025. Et aujourd'hui, on est descendu à 7. Et on a, sur les 58 sites du groupe, il y a 15 sites qui n'ont plus d'accidents depuis plus d'1 an. Donc je pense qu'on peut y aller, on peut se fixer beaucoup d'objectifs non atteignables. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant appeler pour la conclusion quelqu'un qui est jeune, depuis un peu plus longtemps que les autres. C'est son expression, hein. Il la sort souvent. Philippe Vasseur, bienvenue. Alexandre, est-ce que je peux garder ma cravate? Il m'a fait le coup une fois, parce que bon, on peut être jeune, on peut aussi avoir des clichés, quoi. Et il m'a reçu à l'école des mines de Douai, un jour, et puis je ne sais plus quelle réflexion il a faite pour montrer qu'il y avait un gap entre nous. Je lui ai dit, s'il n'y a que la cravate, je vais vous l'enlever, il n'y a strictement aucun problème. C'était quand même le même bonhomme, hein, je vous le signale. Comme quoi on peut être jeune et avoir quelques idées préconçues, n'est-ce pas? C'était bien la soirée jeune quand même. C'était incroyable. C'était bien. Alors moi, quand j'avais lancé cette idée, je me suis dit, je vais lancer cette idée auprès de l'équipe. Mais ils vont me dire, ben, ça y est, il a encore pété un câble. Et à ma grande surprise, toute l'équipe qui fait le World Forum, et que l'on peut remercier, parce que sans elle, sans cette équipe... Ouais. Et toute l'équipe m'a dit, oui, oui, on y va. Et puis on s'est lancé dans l'aventure. Je vous avouerai que hier soir, on n'était pas fiers avant de commencer, parce qu'on se demandait comment ça allait se passer. Et on n'a rien regretté. Et je dis à Jean-Bernard que c'était volontaire si nous avions souhaité que les jeunes occupent tout l'espace du bas et que nous soyons en haut. Parce qu'une fois, on leur avait confié les clés du camion. Ça a été leur soirée. C'est eux qui ont monté cette soirée, qui l'ont animée, et je pense qu'ils l'ont réussi. Et donc, d'une certaine façon, oui, ça nous a donné peut-être un petit coup de jeune, quoi, en quelque sorte. Hein, bon, mais on a quand même notre place. Hein. Je revendique haut et fort le fait que le World Forum, c'est tout le monde ensemble. C'est vraiment la diversité la plus complète, quel que soit le pays d'où on vient et quel que soit l'âge que l'on peut avoir. Et c'est vrai, Jean-Michel, je dis souvent, je suis jeune depuis plus longtemps que vous,
Et être jeune depuis plus longtemps que les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a gardé toutes ces illusions, toutes ces espérances, toute la volonté de faire avancer des projets, mais qu'on sait qu'on peut faire avancer des projets parce que l'on a vécu quelques décennies, pour certains d'entre nous, et qu'au cours des décennies qui viennent de s'écouler, des 5 ou 6 décennies qui viennent de s'écouler, le monde a changé d'une telle façon, il a bougé à une vitesse qui a été une vitesse fabuleuse, donc nous savons ce qui nous attend, ce qui est devant nous, et nous savons que le monde va encore bouger de façon tout à fait considérable dans les années qui viennent. Et que rien de ce qu'on nous annonce n'est impossible. On parlait hier de retour vers le futur. On disait, il y a 30 ans, Marty, etc. Bon. Et vous avez vu ce qui s'est passé en 30 ans. Ils n'avaient pas tout inventé, ils n'avaient même pas tout imaginé. Quelquefois, la réalité va beaucoup plus vite que la science-fiction. Et ça aussi, c'est une très très belle leçon. Alors ça nous donne des responsabilités de façon collective. Là, on a une responsabilité qui nous occupe, qui nous obsède même, qui est la responsabilité par rapport à la planète que nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants, par rapport à la dégradation possible de l'environnement, enfin possible et réelle, par rapport au changement climatique. On a même un sommet mondial qui va se tenir à Paris dans 6 semaines sur le réchauffement climatique, COP21. Sonnez trompette, vous allez voir ce que vous allez voir. Et il se trouve que pendant que nous tenions ce World Forum, au début, on a appris, c'est une nouvelle qui est passée complètement inaperçue, parce qu'on a toujours d'autres sujets de préoccupation, mais que les pays africains avaient refusé de valider la première version du document qui était proposé par l'ONU. On voit bien quelles sont les difficultés. Et on voit bien qu'entre différents types de pays, différents continents, il y a des intérêts qui sont des intérêts contradictoires et qu'on a énormément de mal à se mettre d'accord. Alors j'espère, bien évidemment, j'espère que le sommet de Paris sera meilleur que celui qui a eu lieu à Copenhague. J'espère qu'on aboutira à quelque chose, mais je ne me fais pas non plus trop d'illusions. Ça, c'est aussi l'intérêt d'avoir été jeune depuis plus longtemps, puisqu'on a vu aussi dans le passé à quoi ça aboutissait. Il faut poursuivre, il faut continuer. Il faut véritablement que les États prennent leurs responsabilités, mais on sait bien que toutes les responsabilités ne pourront pas être prises par les États. Et qu'il faut que d'autres acteurs, nous tous, jeunes, le Walking Dead, merci, mais j'arrive encore à bien marcher, hein, je vous rassure un petit peu. Bon. Il faut que nous tous, nous prenions nos responsabilités là où nous sommes. Moi, je crois énormément que nous pouvons agir là où nous nous trouvons. Et c'est ce qu'on a voulu démontrer ici dans ce World Forum. On peut faire, on peut réussir. Alors bien entendu, nous n'avons pas pendant ces 3 jours réinventé la croissance, ce n'était pas le but. Mais on a montré des entreprises, des initiatives, des entreprises de toute taille. Les grandes, c'est assez facile. Les petites, elles sont quand même intéressantes, hein, parce qu'elles décoiffent. Moi, quand je vois à David Katz, par exemple, je suis bluffé, quoi. Je suis scotché. Je me dis que des gens comme vous, il faut les multiplier par 10, par 100, par 1000. Et qu'on aura un monde qui sera un monde tout à fait différent. On a vu des entreprises qui, déjà aujourd'hui, nous disaient la croissance, nous, on la fait autrement. On la voit autrement, on la pense autrement. Et on sait que c'est ça qui sera nécessaire. Et puis on a aussi, peut-être moins vu, mais évoqué une question qui est tout aussi fondamentale, qui est celle des territoires, dans lesquels se créent des solidarités, se créent des synergies, se créent des complémentarités intergénérationnelles, encore une fois, bon, etc. Et je pense que cette conjonction des entreprises, des territoires, crée ce que l'on peut appeler des écosystèmes, qui sont des écosystèmes qui sont peut-être plus utiles que ce qui peut se passer aujourd'hui au niveau de haute sphère, qui ont quelques difficultés pour s'accorder. On l'a fait ici, on a montré comment nous essayons, comment on avait lancé la 3e révolution industrielle, qu'on appelle maintenant REV 3, comment on avait lancé, grâce à Jean Berdou et à Nicolas Cordier, le social business. Bref, c'est dans ce cadre-là, je crois, que nous pouvons agir. Mais pas agir de façon fermée, de façon égoïste. Nous ouvrir aux autres, les uns aux autres. C'est-à-dire nous mettre en réseau avec les territoires qui, dans le monde, partagent toutes nos préoccupations. C'est l'utilité d'un forum de cette nature.
l'utilité qui consiste aussi à collaborer, à coopérer de plus en plus avec différents réseaux. C'est un travail de longue haleine. Ça se fait pas comme ça de façon simple. On est toujours pressé. Là, généralement, les journalistes, pardonne-moi Jean-Michel, pardonnez-moi madame ou mademoiselle, je l'ai été, hein, je peux être coupable aussi. Les journalistes nous disent, bon alors, quels sont les résultats? Quelquefois, on nous demande même les résultats avant que la politique soit lancée. Bon, il faut prendre son temps. Il faut savoir qu'on est parti pour une course qui est une course longue. On ne court pas un 100 mètres. On court un marathon, on le court pendant longtemps. Et j'ai bien aimé le mot de Thomas Leisen. Deon nous a rappelé qu'en fait, c'était un mot de Bill Gates. Mais j'ai bien aimé ce que disait Thomas Leisen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Thomas Leisen, donc, qui est ce grand patron belge qui a complètement transformé sa société, qui était l'une des pires du monde et qui en a fait une des plus vertueuses. Et il disait, ne sous-estimez pas, ne surestimez pas ce que vous pouvez faire en un an, ne surestimez pas ce que vous pouvez faire en un an, ne sous-estimez pas ce que vous pouvez faire en 10 ans. Et c'est vrai qu'en un an, il faut savoir qu'on fait quelque chose, on fait des choses. Mais il faut du temps et il nous faut, au fond, cette période de 10 années. Alors ça tombe bien parce que le World Forum va arriver à ces 10 ans. C'était la 9e édition, c'est la 10e l'année prochaine. Nous ne sous-estimons pas ce que nous avons pu faire depuis une dizaine d'années. Nous ne surestimons pas ce que nous ferons l'année prochaine, mais c'est une année, c'est un cycle qui s'achève et on va en engager un autre. Donc le World Forum 2016, pour sa 10e édition, sera très, très différent de celui que vous avez connu jusqu'à présent. Nous essaierons d'aller plus loin, de le perfectionner. Nous espérons, je le dis à Jean Bernoux, qui nous l'a promis, que nous pourrons accueillir Paul Polman, dont on dit effectivement un bien qui est tout à fait mérité. Et puis nous entamerons un nouveau cap, un nouveau cycle pour 10 ans. Et j'espère que nous pourrons l'engager tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est les jeunes, les moins jeunes, c'est les gens qui nous accompagnent depuis des années et ceux qui pourraient nous rejoindre. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce que nous avons fait dans le passé. Et après avoir participé hier ou avoir assisté hier à cette soirée de jeunes, et je dis merci à Valentine qui dit c'est ici que je viens prendre mon énergie et, bon, pour l'année, si j'ai bien compris, chaque année, hein, c'est bien ça, oui. Ne sous-estimons pas ce que nous sommes capables de faire ensemble. Vous ayant vu l'énergie que vous dégagiez, la joie de vivre, l'audace qui est la vôtre. Moi, je passe mon temps avec des gens qui me disent « tout est foutu, il n'y a plus rien qui va, c'était mieux avant ». Zut alors. Merci de nous avoir bousculé un peu, d'avoir remis sur pied les Walking Dead et de leur dire « allons-y ensemble en avant ». Rendez-vous au prochain World Forum ici à Lille le 14 octobre. Le 10 octobre 2016, le 14 octobre, nous serons à Paris. Le World Forum durera une semaine. Il ira dans toute la France. Départ à Lille, le cœur du World Forum. Arrivée à Paris, le cœur de je ne sais quoi, mais sûrement le cœur de quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour aller tranquillement jusqu'à 16h30, d'habitude, après le président, on ne parle plus, hein, mais nous, on casse les codes. Une petite dernière pour la route, une dernière petite intervention d'une fidèle aussi, qui vient se nourrir depuis le début du World Forum, c'est Elisabeth. Et après l'avoir entendue, je vous demanderai de rester assis, parce qu'il y a une petite surprise qui vous attend. Merci beaucoup. Et merci à vous, on vous applaudit bien fort. Merci. Corp, c'est un label international qui aujourd'hui est présent dans 42 pays de mémoire avec 1400 entreprises et qu'on lance aujourd'hui, dont on lance aujourd'hui la communauté française au World Forum avec une trentaine d'entreprises dont Nature et Découverte, La Ruche qui dit oui, la Camif, etc. et pas mal d'autres à découvrir tout à l'heure. Ce label, c'est le label des entreprises qui veulent réconcilier le but lucratif et l'intérêt général, qui mettent le but lucratif au service de l'intérêt général. Les Américains disent for profit et for purpose. Donc c'est un label très entrepreneurial qui veut prouver que les entreprises peuvent
pas juste, comme un peu dans les démarches RSE, minimiser leurs impacts négatifs, mais s'engager à avoir des impacts positifs par leurs activités. On est absolument dans le changement et l'engagement, on est absolument dans le thème du World Forum cette année, qui est comment on réinvente la croissance, puisque là on a une croissance avec du sens, une croissance qui ne se fait pas au détriment de l'écosystème de l'entreprise, mais avec l'écosystème de l'entreprise. Ces artistes qui nous ont offert ce petit cadeau. Merci à vous tous pour votre participation. Bon retour et à l'année prochaine.